Bonjour, professeur Pierron. Merci beaucoup d'être ici ce soir pour la longue conférence que vous avez donnée sur la question de l'incertitude et de la confiance comme condition de soin. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Oui, bonsoir. Oui, alors en fait cette question, donc la confiance comme condition du soin, c'est un thème en fait qui est lié à un moment particulier aussi de notre temps, enfin de notre époque, dans la mesure où au fond on pourrait dire que nous n'aimons pas trop en fait l'incertitude et de cette façon nous cherchons le plus qu'il est possible à nous prémunir des risques qui sont attachés à elle. Et donc, se demander dans quelle mesure où la confiance est la condition en fait du soin, c'est interroger plus fondamentalement les enjeux à la fois éthiques et ontologiques en fait qui soutiennent une relation de soin. En fait, ce que j'ai cherché en fait à montrer en fait ce soir, c'est que quand on pense confiance, je crois qu'il faut entendre ce qu'il y a de fort en fait dans le mot, c'est-à-dire en fait dans la confiance, il y a l'idée d'une foi, en fait, l'idée en fait d'un croire là où en fait il n'y a pas de savoir possible. Et cette dimension-là, autrement dit, on fait confiance parce qu'on ne sait pas. Et si on savait, on ne se confierait, enfin, on ne ferait pas confiance. On accepterait la démonstration ou la situation telle qu'elle a été présentée devant nous. Et donc, seulement, effectivement, ce qu'on observe, c'est que on a tendance parfois à confondre en fait la confiance et la fiabilité. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer ce soir, c'est qu'en fait, la plupart du temps, pour se prémunir de tous les risques qui sont liés aux aléas de la vie et au caractère en fait inquiétant en fait de l'incertitude, on veut construire à la fois une langue, une organisation, des institutions qui se prémunissent bien justement du risque, de l'événement problématique, imprévisible, et pour cette raison inquiétant. Et à cette fin, en fait, on cherche à fiabiliser nos organisations. Et de cette manière, je dirais que la fiabilité, c'est la caricature en fait de la confiance, puisqu'en fait la fiabilité, elle tient compte uniquement en fait de sa propre aptitude à maîtriser, à contrôler un champ, là où la confiance, elle suppose effectivement une mutualité. C'est qu'en fait, dans la confiance, c'est à l'autre que je fais confiance, je peux aussi, et y compris à l'autre en moi-même, parce qu'il y en a aussi une dimension d'altérité en soi-même. Bref, la confiance, elle suppose une relation, là où la fiabilité, en fait, elle suppose la stabilisation d'un système qui n'a plus besoin de relation, puisque ce système s'autosuffit, puisqu'il est contrôlé et assuré dans ses procédures. Merci bien. Mais pourquoi l'incertitude pourrait-elle être désirable? Oui, alors là, c'est une question là aussi qui est difficile. De fait, la certitude, a priori, n'est pas désirable, hein. On pourrait dire plutôt que l'incertitude nous inquiète. Et donc là aussi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que en fait, un des enjeux probablement de la relation de soins, au sens très général, dans le soin médical, mais aussi dans d'autres champs, environnemental, familial, etc., c'est de passer d'une incertitude qui inquiète à une certitude qu'on cultive. Or, qu'est-ce qui est inquiétant en fait dans l'incertitude? C'est précisément ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire le fait que dans l'incertitude, il y a de l'inquiétant, et l'inquiétant, c'est l'irruption en fait de l'imprévisible, c'est la possibilité de la surprise, laquelle parfois peut être entendue comme une mauvaise surprise. Donc de cette façon, effectivement, ce qui est désirable en fait dans l'incertitude, c'est le fait qu'elle réveille notre présence à la contingence du monde. Comment dire, elle vient susciter notre possibilité d'être encore surpris par ce qui peut advenir et donc par conséquent nous ouvre à l'événement. Donc ce qui est désirable finalement donc dans l'incertitude, c'est finalement l'intranquillité, comment dire, de l'âme, comme on disait autrefois, en fait, dans lequel elle nous met, laquelle finalement nous ouvre et nous rend potentiellement disponibles à ce qui peut advenir. Donc il ne s'agit pas effectivement comment dire, de nier que nous avons besoin de sécurité, mais notre besoin de sécurité parfois peut nous tétaniser, nous enfermer, nous anesthésier dans notre disponibilité au monde. Et au fond, ce qui est désirable dans l'incertitude, c'est précisément qu'elle est une disponibilité profonde à ce qui peut advenir. Dans cette disponibilité à ce qui peut advenir, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Une sorte de déprise de soi, voire de ce qui va advenir.
Qu'en est-il de cette incertitude existentielle dont vous avez aussi parlé face à la mort? Alors là, face à cette question-là, finalement, de l'incertitude existentielle, effectivement, ce qu'elle dit d'abord, c'est que quand on pense incertitude, l'incertitude, elle se décline sur des registres très très différents, hein, puisqu'en fait, on peut penser une incertitude, comment dire, presque empirique, qui est celle de ne pas savoir forcément de quoi sera faite l'heure qui vient ou la rencontre que je vais pouvoir faire dans quelques instants. Il y a une incertitude qui est plus théorique, celle en fait qui hante, j'allais dire, nos recherches de savoir assurer d'eux-mêmes, notre quête de la vérité. Et puis effectivement, il y a une incertitude encore plus profonde qui est de type existentiel, voire ontologique, qui est en fait de savoir que nous allons mourir, mais ne pas savoir quand. Et finalement, tout cet écart qu'il y a entre, comment dire, la mort certaine, mais l'heure qui est incertaine, pour reprendre un vieux proverbe qu'avait beaucoup analysé quelqu'un comme Vladimir Yankelevitch, c'est pointé sur le fait qu'effectivement, l'incertitude existentielle, elle vient de cet écart entre savoir qu'on va mourir et le fait de ne pas savoir l'heure exacte. Ceci en fait fragilise nos existences, mais rend nos existences à leur, comment dire, à leur intensité. Au fond, on pourrait presque dire ça, c'est que les Grecs disaient des humains qu'ils étaient des mortels, mais le fait de se savoir mortel, même si on ne connaît pas la date, intensifie le sens de notre existence. Imaginons que nous ne mourions jamais, que nous ne sachions pas que nous mourions un jour. Au fond, pour nous, l'infinité du temps serait ouvert et donc le caractère intense d'une vie limitée n'aurait plus de sens. Donc au fond, la confrontation comment dire, à cet inéluctable de la mort et l'indétermination en fait de la date, eh bien, c'est ce qui donne comment dire, à l'existence le fait qu'elle est pour nous précieuse, mais un enjeu en fait où il s'agit d'y tenter de vivre. L'incertitude existentielle, est-ce qu'elle appelle aussi la confiance ou est-elle une condition sine qua non de la confiance dans les soins? En d'autres termes, dans un contexte où il ne devrait plus y avoir d'incertitude et qu'il n'y aurait plus que de la certitude, il ne saurait y avoir de la confiance. Oui, alors là aussi, c'est une question qui est décisive parce que d'une certaine façon, lorsqu'on est en fin de vie, en toute fin de vie, comment dire, le pronostic, est maintenant presque inéluctable. Et toute la difficulté, c'est comment, devant un pronostic inéluctable qui dit qu'effectivement la mort, j'en ai jamais été aussi proche, mais au sens où elle s'annonce, y compris dans ses signes cliniques, c'est comment effectivement cet inéluctable ne vient pas effacer le fait qu'une vie continue ultimement de se poursuivre. Et je dirais qu'un des enjeux, aujourd'hui, autour de la question de l'accompagnement dans la fin de vie, c'est de ne pas être trop vite rattrapé par cette certitude qu'on sait que c'est terminé, alors que ça n'est pas, du point de vue existentiel, encore terminé parce qu'il y a, autrefois on appelait ça l'agonie, et ce mot en fait nous apparaît aujourd'hui sale, c'est presque le côté sale du soin parce que l'agonie ça nous inquiète, mais agonie, ou l'agone au sens en fait étymologique du terme, c'est la question du combat, la question de la lutte, la question en fait de comment bien une existence ultimement tente de s'expliciter et peut-être et donc de se conclure de certaine façon. Et là, effectivement, je pense que la question de la confiance, parce qu'elle est aussi une relation, puisque aujourd'hui on meurt beaucoup à l'hôpital, majoritairement à l'hôpital, c'est comment effectivement ceux qui nous accompagnent eh bien, restent effectivement des compagnons et pas simplement en fait des gens qui par avance ont défini pour nous ce que c'en était fini de nous. Et donc l'enjeu du soin, il est là. C'est un compagnonnage et pas simplement, j'allais dire, un gardiennage. Donc toute la figure de Charon, finalement, au sens de la mythologie grecque qui s'engagerait ici. Merci bien. Une dernière question, c'est par rapport à la coordination et la coopération dans les soins. Est-ce que vous pourriez dire un peu plus sur les deux modes d'approche? Oui, alors si je le relis à ce qu'on disait précédemment, hein, c'est que
En fait, quand on pense aujourd'hui l'accompagnement en fait de l'humain malade et l'accompagnement en fin de vie, on valorise et on survalorise considérablement la relation inter-individuelle. Et il faut le faire parce qu'effectivement, on rencontre des personnes, ce sont des personnes qui se rencontrent, mais le fait que ces personnes puissent se rencontrer, le soignant et le soigné, il n'est possible parce qu'il y a la médiation d'une institution. L'institution hospitalière, par exemple. Et donc, le rôle, finalement, d'une institution, c'est d'abord de travailler à coordonner la responsabilité et les tâches de ceux qui vont pouvoir être les acteurs dans le champ du soin. Donc, l'activité de coordination, elle est centrale parce qu'elle rationalise, en vue d'organiser et en vue de l'efficacité, une organisation ou un système de soins. Donc ça, c'est important de le faire. Et pour dire aussi que l'éthique médicale, parfois trop vite, se concentre uniquement sur la relation duel, moi, toi, je, tu, alors qu'il y a d'autres relations possibles avec une multiplicité d'acteurs qu'il s'agit de coordonner. Mais effectivement, la dimension de coordination, elle peut, si elle ne dit pas le tout de ce que c'est que la collaboration dans l'activité de soins, parce qu'effectivement, la collaboration, elle est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le travail vécu, là où la coordination, elle met l'accent sur la dimension du travail prescrit, pour reprendre une distinction des sociologues. C'est que la coordination, elle met l'accent sur la dimension structurelle du travail de soin, puisque le soin peut aussi être un travail, là où la coordination, elle interroge comment les soignants, tous les acteurs en fait du soin, patient compris, si je puis dire, parce qu'il est aussi un acteur, en dépit du mot patient, eh bien donc comment en fait tous les acteurs en fait du système de soins y mettent du leur pour inventer, une relation qui soit juste. Et donc il y a donc dans le travail de coopération, eh bien quelque chose qu'on peut appeler la chaire du soin, qui fait qu'effectivement les travailleurs du soin, ou ceux qui sont les donneurs de soins, comme on le dit aussi aujourd'hui, eh bien, en plus de ce qui est dans la fiche de poste, eh bien, ils engagent les sujets qu'ils sont, à commencer par leur corps. Parce qu'autrefois, quand on disait qu'on mettait du cœur à l'ouvrage. Un des dangers, peut-être, c'est que la coordination prenne le dessus sur la coopération. C'est effectivement un risque, c'est-à-dire que nous avons besoin en fait d'organiser nos institutions de soins et donc pour ça effectivement de fiabiliser la façon de coordonner, ne serait-ce que pour permettre qu'en face de chaque malade il puisse y avoir des soignants présents et disponibles. Donc la question de la coordination s'impose, mais elle n'est pas définitive, c'est-à-dire que si elle ne tient pas compte autrement dit, le souci de la gestion, de la bonne gestion coordonnée en fait des interactions des acteurs dans un système de soins, si elle est prise pour la totalité de ce qui s'y engage, elle va tuer ce qui fait le vif de la relation de soins, c'est que l'inventivité des acteurs, leur capacité d'initiative, leur capacité à jouer aussi avec le fait que le travail réel n'est jamais tout à fait conforme à ce qui était attendu dans la fiche de poste ou dans ce qui était prescrit. Autrement dit, il s'agit de bricoler avec ces normes en fait qui encadrent les travailleurs en fait du soin. Et donc effectivement, ce dont parfois, puisqu'on parle aujourd'hui de souffrance des soignants, ce dont parfois les soignants souffrent, c'est l'impression que la dimension de coordination prend le dessus même en fait sur la dimension de coopération. C'est que finalement ils ne deviennent plus que les agents, on dit comme ça maintenant, les agents en fait d'un système, alors qu'ils en sont aussi les acteurs. Donc, d'une certaine manière, au nom de la sécurité, au nom de la certitude absolue, on ne laisse plus la possibilité de l'émergence, de la créativité, de nouvelles possibilités au niveau du soin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire que le souci de coordonner est emporté par le rêve de la fiabilité totale, et au risque effectivement de tuer ce qui fait que la relation de soins est possible, c'est-à-dire une coopération qui laisse le vif de la surprise possible, appropriable pour y initier et y inventer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.